C'est un quartier j'arpente depuis longtemps, que je connais bien, auquel je suis attaché, dont je connais personnellement un certain nombre des acteurs anciens, auxquels je vais d'ailleurs rendre hommage au début, parce que je vais pas vous raconter en détail l'histoire de ce quartier. Il y en a d'autres qui ont encore plus travaillé que moi et qui le feraient beaucoup mieux que moi. Je pense notamment à Natacha Lillo, qui a fait, je vais le montrer, qui a fait un livre sur la petite Espagne tout à fait bien documenté. Sur l'histoire de Saint-Denis, je vous rappelle qu'il y a aussi un ouvrage collectif auquel j'ai participé quand même, qui est une référence. Et puis il y a le travail fait depuis longtemps par ceux qui se sont réunis dans Mémoire vivante de la Plaine, et qui, par des fonds photographiques, je pense notamment à Françoise Douzenel, par leurs récits sur les luttes de la Plaine, je pense notamment à Jean Bélanger, ou d'autres, ou à Beltissot, ont apporté beaucoup à cette mémoire et à cette mémoire précise des gens qui ont vécu ici pendant plusieurs générations. Donc je ne vais pas vous raconter tout ça, parce que tout ça, il y en a d'autres qui l'ont raconté beaucoup mieux que moi. Mon propos aujourd'hui sera un tout petit peu plus large que simplement la plaine Saint-Denis, même si je vais l'ancrer sur la plaine Saint-Denis. Mon propos, c'est surtout ce XXe siècle, l'entre-deux-guerres, après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, la ville de Saint-Denis auquel nous sommes tous attachés, comment s'est-elle construite? Et quand on parle de construction de la ville aujourd'hui, on a tendance à d'abord repenser aux grands travaux, aux grands financements, aux grands décideurs. Et c'est vrai qu'en matière de grands travaux, nous avons connu le pire et le meilleur dans le quartier, entre l'autoroute qui a coupé le quartier en deux il y a maintenant 50 ans. Ça fait 50 ans. Et la construction du stade qui, entre autres, a permis de financer la couverture de l'autoroute, on a eu des choses assez contrastées. Mais on pense aux entreprises aussi, sans lesquelles, bien sûr, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de travail. Mais mon propos d'aujourd'hui, c'est de vous dire, oui, d'accord, il y a des grands investissements publics, ils ont leurs responsabilités. Oui, d'accord, il y a des entreprises, elles ont leurs responsabilités. Mais profondément, ce qui construit une ville sur la durée et ce qui en fait son âme, mais ce qui lui donne sa forme aussi, ce sont les gens qui sont venus ici, génération après génération, et qui ont contribué à faire que la ville soit la ville, et pas seulement des autoroutes d'un côté, des échangeurs comme à la porte de Paris et des entreprises. Une ville, c'est pas seulement ça, vous le savez, une ville, c'est des gens. Et le petit fil rouge que je vais essayer de vous dérouler devant vous, en commençant par la plaine et puis ensuite en élargissant, il est le suivant. Premièrement, quand les gens arrivent dans la ville, hier comme aujourd'hui, qu'ils arrivent ici, c'est d'abord parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs, et parce qu'ils ont été chassés d'ailleurs, ou qu'ils ont préféré partir. Quand ils arrivent là où ils se mettent là où ils peuvent, et pas forcément dans les endroits les plus confortables. Et c'est leur volonté collective et individuelle de vivre dignement qui finit par l'emporter et finit par donner sa consistance à la ville. Génération après génération, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui fait de cette ville aujourd'hui une richesse, au-delà de la richesse des entreprises qui s'y installent, c'est une richesse humaine, une ville créative. C'est bien le fil rouge aussi de cette semaine. La deuxième chose, c'est que pour réussir ça, pour tordre comme ça, du côté de l'humanité, les logiques purement rentables ou purement administratives de la construction de la ville,
il faut qu'il y ait un élan collectif et il faut qu'il y ait un espoir, une vision de l'avenir. Là, de ce point de vue-là, c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'avant. On le verra. Voilà, c'est ces deux points-là, ces deux idées-là sur lesquelles je voudrais essayer faire qu'on réfléchisse un peu ensemble ce matin. Alors, ce territoire de la plaine, vous le connaissez, aujourd'hui, alors là, c'est une carte un peu intermédiaire, parce qu'il n'y a pas encore l'autoroute, vous voyez. Alors, il n'y a pas le stade, bien sûr. Il n'y a pas encore l'autoroute, mais il n'y a pas le stade. Ce territoire de la plaine, c'est ça qui va m'intéresser, là, dans un premier temps. Au début du XXe siècle, c'était une plaine. On a des photos, on a des documents, c'est la campagne. Voilà, il y a des gens qui font de la chasse, c'est un terrain plat, c'est un terrain libre, c'est un terrain, et ça c'est une caractéristique qui va se retrouver à Saint-Denis à de nombreuses reprises, c'est un endroit où le terrain n'est pas cher, important pour que les gens viennent s'installer. D'abord les entreprises. Voilà. Ce qui a fait qu'un jour ça soit une ville comme ça, avec tous ces bâtiments, c'est que justement des entreprises se sont installées. Dans la logique des villes industrielles du XXe siècle, la première urbanisation, c'est celle du travail, de la production et de la rentabilité. En profitant de trois choses essentielles qui font la richesse de ce territoire, la présence du chemin de fer, gros axe de la gare du Nord, axe très important de transport, la présence du canal et la présence d'un marché économique important qui est la capitale. Ce territoire, il s'est développé en trois zones, essentiellement, bien spécialisées. Le nord, je reviendrai peut-être sur la carte, mais je vais vous parler de cette zone-là, la zone nord, la zone centrale et la zone sud. Au nord, c'est la Compagnie du gaz de Paris qui vient installer là, loin de la capitale, sa production de gaz pour l'éclairage urbain, parce qu'il vaut mieux polluer la banlieue que la capitale, et c'est aussi là qu'on va produire de l'électricité. Bon, toute la zone où il y a aujourd'hui le stade, je pense que vous reconnaissez à peu près la géographie ici. Le Gué-Logis est là-haut, en haut de la photo. Là, vous avez l'autoroute qui fait la boucle. En fait, c'est là que passe la 86 maintenant. Le stade est là. Voilà. Toute cette zone nord autour de la Compagnie du gaz de Paris, qui sera ensuite nationalisée après la guerre et qui deviendra Gaz de France, s'industrialise avec de l'industrie lourde, et notamment de l'industrie chimique, un peu pas loin d'ici, à la Zac-Montjoie, c'était Gypse, hein, où on a inventé le dentifrice Signal, ou la machine-outil sur l'avenue du président Wilson, avec notamment Cazeneuve et d'autres grosses entreprises. Voilà. Alors là, vous avez la production d'électricité et les grosses turbines qui fonctionnaient. Tout ça, ce sont des documents qui sont sur le site de Mémoire vivante de la Plaine. Le centre de la Plaine a été développé économiquement grâce au génie d'un entrepreneur, enfin de deux entrepreneurs, Grivet et Riffaut, qui l'un avait fait fortune dans le bâtiment à Paris, et puis ça marchait moins parce qu'il n'y avait plus grand-chose à construire à la fin du XIXe siècle. Et donc il a acheté le terrain et il a viabilisé le terrain, mais pas du tout pour faire du parcellaire pour que les gens habitent, pour faire des pavillons. Non, il a viabilisé le terrain en faisant un petit chemin de fer local. Et les parcelles sont reliées soit au canal, soit
aux grosses lignes nationales de chemin de fer de la gare du Nord et permettent ainsi de développer, d'installer de la petite industrie avec des produits pondéreux, notamment de l'acier, des choses comme ça, sur le centre. C'est le chemin de fer industriel dont l'ancien siège est toujours sur la plaine, hein, à côté de la médiathèque. Et il s'est installé, pour vous donner une petite idée de sa façon, vous voyez, le terrain était libre. Ça, c'est l'avenue du président Wilson. D'accord ? Ça, c'est la passe Saint-Just. La médiathèque est ici. Voilà. Vous repérez. Et ça a fonctionné assez longtemps, au point que certains se souviennent encore d'avoir vu passer des trains devant l'église de la Plaine, à travers l'avenue du président Wilson, hein, à travers un parking qui existe toujours. Alors en face, maintenant, c'est un dépôt vente. On y vend du vin. Hein. C'est un cash and carry. Voilà, puis on arrive sur l'impasse Saint-Just. Cette industrialisation a permis l'installation d'entreprises importantes comme Nosal, qui faisait du commerce d'acier. Il ne fabriquait pas de l'acier, ce n'était pas de la sidérurgie, mais il faisait du commerce de tôle ensuite pour la construction de l'industrie de transformation. Voilà. Gros atelier qui a été détruit il n'y a pas très très longtemps. Il y avait un projet de réhabilitation, mais ça n'a pas fonctionné. Et je vous parlais de Cazeneuve, il faut quand même montrer Cazeneuve, qui a été un des fleurons de l'industrie dionysienne, et le lieu d'une des résistances les plus acharnées contre une fermeture inexorable en 1976. Enfin, le sud du territoire, ce sont les établissements des magasins généraux de Paris, 60 hectares, qui existent toujours, mais qui ne sont plus du tout utilisés comme ils étaient utilisés à l'époque. C'était véritablement un lieu de stockage en gros de produits destinés à la capitale et non alimentaires, parce que l'alimentaire c'est les halles, mais là c'est produits de consommation courante et ça s'est effectivement ensuite spécialisé dans le textile. Donc vous voyez une structuration urbaine qui est d'abord déterminée par la rentabilité de l'activité qui s'y installe. Ça ne fait pas une ville, ça fait une zone industrielle et commerciale. Voilà. Sauf que pour les magasins généraux, mais aussi pour Cazeneuve, mais aussi pour Nosal, mais aussi pour Gypse, mais aussi pour toutes ces entreprises, et pour la compagnie du gaz de Paris, qui avait installé ses gazomètres dans la partie nord, ça fonctionne que s'il y a des gens qui travaillent dedans. Hein. On est bien d'accord. Il y a des gens qui sont venus travailler dedans. Alors, l'industrialisation de la ville de Saint-Denis est une industrialisation ancienne. D'autres entreprises sont venues s'installer avant, dès le 19e siècle. Il y avait une fabrique de mitrailleuses, je n'ai pas envie de le dire, Hotchkiss. Il y avait des fabriques de pianos à Pleyel. Donc c'était une ville, déjà une ville industrielle. La vieille ville royale était déjà une ville où il y avait des industries et où des gens étaient venus s'installer, mais comme dans une première vague d'urbanisation, les ouvriers qui allaient s'installer qui allaient travailler dans ces usines s'installaient dans du logement ancien, petit, insalubre, souvent entassé avec un surpeuplement dans le vieux Saint-Denis. En l'occurrence, donc, le vieux Saint-Denis était déjà plein. Voilà. Donc, les gens qui sont venus travailler là, qui sont venus s'installer là où il y avait encore de la place. Alors, le Saint-Denis ancien était plein, et la plaine, elle était pleine d'entreprises. Et ils sont venus s'installer dans les interstices laissés libres par les entreprises. L'un des interstices les plus... Donc, la question, c'est donc la question de l'usine et la vie. Voilà, autour de l'usine, il y a de la vie. Un des interstices les plus importants
du point de vue foncier. C'était une zone de jardin ouvrier qui se trouvait entre la rue du Landy, qui a ce nom-là depuis très très longtemps, puisque c'est une rue médiévale où il y avait un marché au Moyen-Âge, etc. Et ici, alors, c'était la rue de la Justice, même allant au-delà, jusqu'au chemin de fer, sur les deux communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers. C'était une zone de jardin ouvrier. Et cette zone de jardin ouvrier, il y a des gens qui sont venus s'installer, notamment des Espagnols, en deux vagues, juste après la guerre, et puis ensuite dans les années 30, pour des raisons différentes, bien sûr, et qui sont venus faire, dans un premier temps, on appellerait ça comment? Un bidonville. Hein. Ils sont installés avec les moyens du bord, pour travailler à la Compagnie du Gaz de Paris ou pour travailler dans les entreprises autour. Et peu à peu, ce bidonville s'est amélioré. Les trucs en bois sont devenus des parpaings, sont devenus de la brique, et ça a fait le quartier qu'on a connu, qui est le quartier espagnol, ce qu'on a appelé la Petite Espagne. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'est l'impasse Boisée, où bien des gens connus encore aujourd'hui ont vécu et ont grandi. C'est là qu'est né notamment l'actuel maire de la ville de Tremblay en France, François Asensi, dont les parents ont été des résistants connus, comme beaucoup des habitants de cette rue, qui était un pôle de résistance important. Donc un quartier qui s'urbanise, vous voyez, il y a de la construction de la ville, une construction spontanée de la ville, on dirait aujourd'hui illégale. C'était illégal, les terrains ne leur appartenaient pas. On appellerait ça, bonjour Elios, on appellerait ça une favela. C'est exactement le processus de production d'une favela à Rio, aujourd'hui. Voilà. Les endroits où les gens ne veulent pas s'installer, on vient s'installer, on prend le terrain parce qu'il est là, on ne sait pas à qui il appartient, puis on construit, et puis on s'habite, et puis on finit par faire de la ville, de la vraie ville, avec des commerces, avec des enfants qui jouent dans la rue, voilà. Donc, la vie s'est installée et a reconquis un peu le territoire. Là, c'est la zone qui est entre la zone des gazomètres et la zone du chemin de fer industriel. Alors après, il y a d'autres zones où la vie a reconquis la ville, et notamment une zone de sociabilité importante qui était l'avenue de Paris, qu'on a appelée ensuite l'avenue du président Wilson, qui était sans autoroute à l'époque, avec le tramway qui passe, qui rejoint Saint-Denis à la capitale, et une vie populaire de ville. On n'est pas loin non plus on n'est pas très loin du chemin de fer industriel sur cette avenue du président Wilson. Là, l'urbanisation se fait au fond entre la route et les usines, parce que ce n'est pas de l'urbanisation très, très épaisse. Hein. Derrière, il y a des entreprises des deux côtés, les deux côtés de l'avenue d'ailleurs. De l'autre côté de l'avenue, c'est le chemin de fer qui est très très proche. Un troisième lieu là de reconquête culturelle, de reconquête collective de l'espace et de vie collective, c'est ce fameux patronage où nous sommes aujourd'hui, qui a une très longue histoire de solidarité, mais pas seulement. C'était compliqué dans les années 30, le rapport entre les Claretins qui étaient là et la population autour. Ça, Natacha Lillo le raconte très bien. Mais vous voyez que ce sont aussi des lieux où on fait plus que survivre. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. La ville, c'est aussi toute la vie collective en plus non rentable qui fait qu'on est bien ensemble, qui fait qu'on passe des bons moments, on fait de la musique, par exemple. Voilà,
les fanfares sont un élément essentiel de la culture ouvrière et de la culture populaire dans toutes les grandes villes, et c'est quelque chose d'essentiel. Alors il y a les fanfares, puis il y a d'autres choses. Et puis il y a un lieu, il n'est pas dans la petite Espagne. Je pense que le lieu central de la reconquête humaine du quartier, c'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps le 120. Le 120 avenue du président Wilson. Vous reconnaissez? Bon, maintenant, je vais vous montrer la photo actuelle. Hein, ça ne ressemble pas tout à fait à ça ici. Alors, c'est tout à fait étonnant, parce que là, on a un concentré de la vie sociale, et d'une vie sociale qui est beaucoup moins consensuelle que ce qu'essayait peut-être d'instaurer le patronage ici. Dans la mesure où vous avez au même endroit, au 120, à quelques dizaines de mètres les uns des autres. Alors, ce qu'on ne voit pas, parce que le photographe il tourne le dos, mais il y a l'église de la Plaine, qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec le chemin de fer. Ben, vous voyez, voilà la ligne de chemin de fer qui passe. Hein. Ça, c'est l'impasse Saint-Just. Vous avez le siège social du chemin de fer industriel. Vous avez ce qu'on a longtemps, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça dans le quartier, ce qu'on a appelé longtemps le château, qui est un bâtiment construit par le chemin de fer industriel pour y loger ses cadres. Vous avez derrière dans l'impasse deux réalisations municipales essentielles pour l'urbanisation et la vie collective, qui sont les bains-douches, qui existent toujours, à ma connaissance, qui était quelque chose d'essentiel pour les... Non, c'est la maison de quartier maintenant. Ils ont complètement fermé les bains-douches. Ça a fonctionné longtemps, hein, ça a fonctionné longtemps. Donc maintenant, c'est uniquement la maison de quartier. Et puis, la bibliothèque municipale, parce que quand la municipalité de Saint-Denis a décidé de faire une bibliothèque sur la ville de Saint-Denis, la première localisation de bibliothèque, ça n'a pas été en centre-ville devant la mairie. Par choix, ça a été cette ville, ce quartier-là, la première bibliothèque qui était à côté des bains-douches et qui est à l'origine de la médiathèque. Donc je répète, le 120, vous avez l'église. Je résume, l'église, le patron et ses cadres, des équipements municipaux pour les gens, et on revient sur la photo précédente. Ici, quelqu'un se souvient ce que c'est? L'annexe de la mairie, commissariat. Alors, ça a été une annexe de la mairie. Ça a été l'endroit où on a installé plein de développement. Saint-Denis, vous pouvez plein de développement à un moment donné, mais avant, qu'est-ce que ça pouvait être? Ah, si Jean Bélanger était là, il nous le dirait. Pardon? Vous n'êtes pas loin. C'était le siège de la CGT du Parti communiste. Donc c'était un centre-ville, au fond. Vous aviez tout. Voilà, les équipements, l'église, le patron et l'opposant du patron. Donc c'est un lieu de vie. Alors, j'oubliais, au fond, à droite de la passe Saint-Just, il y a un équipement qui existe toujours, maintenant où il y a la compagnie Joly-Môme, qui était le bal, la salle de bal. Donc vous aviez à la fois la vie ensemble et la vie les uns contre les autres, hein, dans le conflit social, toutes les dimensions de ce qu'a été la ville de Saint-Denis ici. Et c'est un lieu, un espace qui a été un peu le cœur politique de la ville. Des cadres municipaux sont issus de ce quartier. Voilà. Pas loin, il y avait Ampin aussi. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. La médiathèque, le chemin de fer industriel, la médiathèque, derrière donc la maison de quartier. Et donc les bâtiments ont changé d'utilité, d'accord, mais il n'empêche que la dynamique de centralité urbaine, elle est toujours là, et elle est toujours là parce qu'il y a eu de l'action humaine. Et de l'action des habitants eux-mêmes et des représentants qui s'étaient donnés. Voilà. Donc, cette reconquête de la ville, elle est inséparable, à Saint-Denis, dans d'autres villes aussi,
ailleurs ça peut être un peu autrement, elle est inséparable de la politique. De la politique, non pas au sens où on l'entend aujourd'hui, pas de la politique sur les questions de savoir qui va être président de ceci ou de cela. Non, mais des gens qui sont ensemble pour essayer d'imaginer le futur ensemble et de travailler au futur ensemble. Ça, c'est une conception de la politique qui est plus de difficultés à vivre aujourd'hui, mais qui a longtemps vécu et qui a fait, je vais aller rapidement sur ce point-là, qui a fait au cœur, qui a donné son cœur à ce quartier-là. Pourquoi elle s'appelle Cristino Garcia, cette rue? À cause de celui qui est au centre, enfin grâce plutôt, celui qui est au centre, résistant espagnol en France, membre des FFI, victime de Franco plus tard. Cet attachement à une certaine idée de la société et de l'avenir était ancré dans le quotidien d'un certain nombre de quartiers, et notamment du quartier espagnol. En réalité, bon, la ville de Saint-Denis est composée de... C'est composé de vagues d'immigration successives. Il y en a 3 fondatrices, un petit peu, au début dans le premier tiers du XXe siècle. C'est l'immigration algérienne, l'immigration espagnole et l'immigration bretonne. Comme je dis souvent à mes étudiants, des 3, ce n'était pas forcément ceux qu'on pense qui parlaient plus mal français. C'était souvent les Bretons, qui venaient des côtes du Nord. Vous savez que pendant la guerre, juste avant la guerre et pendant la guerre, la direction de la municipalité, le maire s'appelait Marchal, a suivi les errements politiques de Jacques Doriot vers la collaboration. Et les pôles de résistance dans la ville de Saint-Denis à cette dérive ont été constitués par l'association des Bretons et par le quartier. Et par le quartier Cristino Garcia. Alors, ça vous explique cette étonnante régularité des choix d'une municipalité qui a été socialiste depuis 1892, et puis ensuite, après 1920, communiste. Alors là, c'est en gris, parce que c'était Doriot, donc il avait été élu sous l'étiquette communiste, hein, Doriot. En 1947, elle fait partie de la banlieue rouge, et elle est toujours là. En 1977, extension maximum de l'élection de liste d'Union de la gauche à direction communiste en région parisienne. Saint-Denis, bien sûr, est dedans. Mais quand ça commence à se restreindre, Saint-Denis est toujours là. Et même aujourd'hui, ça reste un des derniers bastions. Il y a une continuité, mais cette continuité-là, elle est ancrée dans ce que je vous ai dit sur la façon dont la ville s'était construite et sur la façon dont cette ville s'est construite à la fois dans la solidarité et dans le conflit, et dans le conflit social. Alors, depuis, là je vous ai passé, en fait je vous ai parlé des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale et de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Pour une ville qui s'est construite comme ça, et qui, on l'a vu avec les bains-douches, on l'a vu avec les bibliothèques, qui a construit aussi des équipements au service de la population et des cités, très vite, du logement social. Il est logique que les successeurs des vagues d'immigration des années 30 échouent aussi ici, quelque part. Je vais vous donner 3 exemples plus contemporains de la même logique, de gens qui sont venus là parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs, qui se sont installés là où il y avait un peu de place, mais pas forcément très légalement, et qui ont contribué à leur façon, en se mobilisant pour leur dignité, à construire cette ville. Alors, je vais commencer dans les années 60, hein, parce que
Il y a eu un des plus grands bidonvilles de la région parisienne. Ah, on a traversé le canal. On n'est plus dans la petite Espagne. Là, on pourrait plutôt appeler ça le petit Portugal. Puisque c'était le bidonville des Francs-Moisins dès les années 60. Plus de 5000 personnes. C'est toujours difficile de savoir combien il y a de gens dans un bidonville. Beaucoup de Portugais, pas que des Portugais, aussi des Algériens. Sur un territoire, sur un terrain, bah, c'est pareil, hein, libre, coincé entre le canal et des zones industrielles. On a oublié, peut-être, à quel point il a été difficile pour les habitants de ce bidonville d'être reconnus comme dionysiens par la municipalité et même par des militants syndicaux, associatifs, pendant des années. Pendant des années. La question de l'inscription des enfants à l'école a été conflictuelle. Enfin, ça peut paraître bizarre maintenant, ça peut paraître étonnant, mais ça a été long d'installer dans les têtes l'idée que les habitants de ce bidonville étaient dionysiens. En fait, il y a un drame. Il y a un drame qui a permis de débloquer cette situation, je vais vous en reparler. Donc, il y a 2 films documentaires qui ont été faits par Robert Bozzi, par le même cinéaste, à 25 ans d'intervalle, en 70 et en 95, sur ce bidonville. La première fois, en 70, ça n'a pas été simple. Il a fallu pour faire ce documentaire, je vous les recommande si vous les trouvez, ce sont des films magnifiques. Pour rentrer dans le bidonville, pour filmer, c'était pas simple parce que c'était des réfugiés portugais, que le Portugal à l'époque était une dictature, et que comme toute bonne dictature, il avait tendance à penser à aller surveiller ses ressortissants, y compris quand ils n'étaient plus dans le pays. Donc il y avait la police politique lapide qui était aussi présente dans le bidonville. Donc il a filmé quelque chose de magnifique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ce qu'était la petite Espagne au début. Hein. Voilà, un bidonville, des gens dans des conditions terribles, absolument terribles. Je vais vous en montrer quelques-unes des photos. Hein. Voilà. Et dans ces conditions terribles, quand même, de l'humanité, de la solidarité. Et il y avait à l'époque, en 70, une image qui l'avait frappé, qui était cette image-là, qu'il a prise, une photo, une femme, dans un bidonville, dans lequel il y a des rats qui courent partout, et un enfant qui vient de naître, il y a quelques semaines peut-être, et une image de bonheur, malgré tout. Malgré tout. Et 25 ans plus tard, il a voulu savoir ce qu'était devenu cet enfant. Donc il a fait un 2e documentaire. Et là, signe des temps, ce documentaire l'a amené à 3 endroits différents. D'abord sur place. Sur place parce que quand le bidonville a été détruit en 72 complètement, il a été remplacé par la cité actuelle des Francs-Moisins. Et une partie des habitants du bidonville ont été logés dans la cité du Franc-Moisin. Et en 1995, il en a retrouvé, qui étaient encore capables de dire d'ailleurs sur les parkings où étaient leurs baraques. Il y avait encore la mémoire des lieux au milieu des immeubles. Puis il est allé au Portugal, parce qu'une partie de ces migrants étaient retournés chez eux. L'immigration portugaise, en règle générale en France, est une des immigrations où le pourcentage de retour au pays est le plus important. Il y a un lien encore qui reste toujours très fort. C'est le pourcentage le plus important. Mais ce n'est pas là qu'il a achevé son documentaire, parce qu'il l'a retrouvé, le jeune, qui avait 25 ans. Il l'a retrouvé travailleur sans papier à Lausanne, en Suisse. Donc là, vous avez
une histoire qui se termine par l'installation sur Saint-Denis et la construction. Il y a même des gens qui se sont retrouvés voilà, avec des responsabilités à Saint-Denis. Une partie des gens qui sont repartis, et puis, quelque part, une histoire de difficultés et de souffrances qui se prolonge dans les années 90, avec ce jeune qui se retrouve. Alors, il n'est plus dans un bidonville à Lausanne. Pensez bien, on ne va pas construire un bidonville à Lausanne. Mais il n'est quand même pas dans des conditions formidables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a retourné le regard qu'on a pu avoir sur ce bidonville? C'est l'incendie du 15 juin 1970, un incendie comme ça arrive dans les bidonvilles, qui a ravagé une partie des habitations, qui a fait que des centaines de personnes se sont retrouvées complètement à la rue. Et là, il y a eu un élan de solidarité dans la population de Saint-Denis générale, et les choses ont complètement changé sur la vision du bidonville. Vous voyez l'état dans lequel se retrouve une partie du quartier. Il y a très peu de photos, hein. J'en ai pas trouvé beaucoup, et je n'ai pas trouvé de photos dans l'incendie même. Ça serait aujourd'hui, il y aurait eu 15 personnes qui auraient levé leur smartphone pour faire une image et l'auraient envoyée sur Internet. À l'époque, non. Voilà. On a été occupé à autre chose qu'à faire des images quand ça a brûlé. Et il y a eu beaucoup de solidarité. Et du coup, voilà, la cité des Francs-Moisins a été construite. Alors, il y a un bâtiment qui n'existe plus à la cité des Francs-Moisins, qui a été détruit, qui s'appelait le bâtiment 3. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelait le bâtiment 3, parce que ça avait été le premier construit en réalité. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il avait la forme d'une sorte de paravent. Il était au milieu. Hein. En réalité, il avait été construit comme ça parce que la cité a été construite en 2 temps et ça cachait le bidonville pour la cité déjà construite. Ça a été la limite des 2 parties, puis ça a été fait en 2 temps. Alors il y a des cités qui ont été faites en 2 temps complètement, puis il y a des cités qui étaient prévues pour 2 temps qui n'ont pas été faites. Ça, c'est le cloître Saint-Lazare à Saint-Ouen, mais c'est... à Stein, pardon, mais c'est autre chose. Bon, voilà comment ça se termine, cette histoire-là. Alors, quand d'autres, arrivons dans les années 2000, quand d'autres immigrations arrivent, où peuvent-elles s'installer encore? Pour faire des grands bidonvilles, il n'y a plus de place. Hein. Par contre, on renoue avec la tradition du tout début de l'installation ouvrière à Saint-Denis, on s'installe dans le vieux délabré. Et on s'installe dans le vieux délabré, mais à la façon bidonville, c'est-à-dire dans des immeubles qui sont impropres à l'habitation, où s'installent des gens qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas de droit parce qu'ils n'ont pas de papier, de s'installer dans le logement social, ou qui sont victimes de discrimination. Des squats, j'en ai visité un certain nombre. J'y ai rencontré des gens qui n'avaient pas de papier. J'ai aussi rencontré des fonctionnaires de la ville de Paris dans les squats. Hein, parce que la couleur de leur peau faisait qu'ils avaient beaucoup de mal à obtenir un logement social. Donc, il y en a un que j'ai suivi particulièrement parce qu'il était juste à côté de chez moi. Donc, c'est le squat du 76 rue Gabriel Péry, qui est un squat qui a duré très longtemps. Il y a eu un incendie en 2004. Et puis, les gens ont été évacués dans la salle de la Légion d'honneur. Et puis, ils sont revenus dans le squat. On les a laissés faire parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre que de les mettre là. Et puis, il y a eu un gros problème en 2008. L'état de l'immeuble était tel que la totalité des enfants étaient atteints de saturnisme. Donc, il fallait les reloger. Sauf que pour les reloger, il fallait qu'ils aient des papiers. Ils n'avaient pas de papiers, donc ça a duré quelques temps pour que les choses se règlent, et c'est passé, y compris par la grève de la faim d'un certain nombre d'entre eux. C'était des Ivoiriens, pour la plupart, et donc des gens qui avaient fui la guerre civile en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens du Nord, ce qu'on appelle les Dioula,
qui avait été victime d'une discrimination terrible au sud de la Côte d'Ivoire et qui était venu en France. Pour vous dire un petit peu le type d'immigration politique que c'était, le collectif des résidents était animé par 3 personnes que j'ai bien connues. L'un, M. Keïta, est d'ascendance royale. Celui que vous allez entendre tout à l'heure, Samassi Sekou, est le fils d'un très gros commerçant d'Abidjan qui possède une chaîne de boulangerie. Et le troisième, qui était le porte-parole du collectif, Sadou Cissé, il a fait ses études à Saint-Denis et il a côtoyé des ministres. Il est encore ami avec des ministres. Voilà, c'est une immigration politique, avec parmi les habitants une immigration plus économique. Mais les images de la vie dans ce squat vont vous rappeler d'autres images qu'on a vues. Hein. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Alors, là, ça a été terrible parce qu'au moment, quand il y avait du saturnisme. Alors, vous savez qu'il y a, je vais faire un tout petit peu de droit d'urbanisme, mais il faut connaître les choses. Il y a 2 périls. Il y a 2 périls qui nécessitent l'intervention de l'autorité publique sur un bâtiment. C'est l'insalubrité, donc péril pour la santé. Là, ça relève de l'État. Et puis, il y a le péril, ce qu'on appelle le véritable péril, c'est-à-dire quand ça risque de s'écrouler. Là, ça relève de la municipalité. Donc, comme c'était l'insalubrité, la préfecture, qui ne voulait pas les régulariser, a commencé à faire des travaux contre le saturnisme dans le bâtiment, mais le bâtiment était dans un tel état que quand ils ont commencé à faire des travaux, ça a commencé à s'écrouler. Donc là, la préfecture a dit « Ah, mais ça ne nous concerne plus, c'est la municipalité. C'est à vous de les reloger. » Voilà. Mais enfin bon, après quelques mois de mobilisation et de solidarité de personnalités diverses. Alors, celui d'en bas, vous le connaissez, mais celui qui est en haut avec un bonnet, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est Tiken Jah Fakoly, qui est un chanteur connu, hein, qui est venu manifester sa solidarité. Ça s'est bien terminé. Ils sont tous ou presque relogés. Et ils ont tous obtenu, vous voyez comme ils sont contents, leur carte de séjour. Tous travaillaient, bien sûr. Dernier exemple qui a un petit peu concerné la plaine à 2 reprises. Parmi les populations rejetées de partout aujourd'hui en Europe, il y a les Roms. Les Roms. Et parmi ces Roms, il y en avait qui étaient là depuis très longtemps, à Saint-Denis, sur un camp qui s'est appelé le camp du Hanoul, qui est le long de la voie de chemin de fer de l'autre côté de l'avenue du président Wilson. Juste après le pont de la 86 à droite. Alors maintenant, c'est complètement... c'était un terrain de réseau ferré français, de RFF, sur lequel s'étaient installées une quarantaine de familles et installées avec une convention d'installation avec la mairie en 2003. La convention d'installation, elle était simple. Elle avait 3 clauses. 1, vous vous installez là, mais vous acceptez personne d'autre. 2, les enfants à l'école. Ça, c'est les engagements qu'ont pris les familles. Et 3, ça c'est l'engagement de la mairie, on vous ramasse vos poubelles et on vous apporte l'eau. Voilà. Ça a fait un vrai village. Un vrai village qui, s'il avait continué, aurait fini par ressembler, là aussi, alors c'est pas la petite Espagne, ça aurait été la petite Roumanie. Et des gens qui, en plus, sont des Européens, et donc qui sont inscrits sur les listes électorales, pour certains d'entre eux, et qui ont voté au municipal. Un vrai quartier de Saint-Denis, 2003. Sauf que, en 2010, RFF, Réseau Ferré Français, a décidé qu'il fallait libérer le terrain. Ben forcément, il y avait des projets. Ils ont donc demandé à la préfecture de les expulser, sans prévenir grand monde, et ils ont été expulsés. Manu Militari, ça a été le premier camp rom expulsé en France. Ils ont erré pendant un certain temps. Finalement, de façon provisoire, ils ont passé un hiver passage du pont, qui avait du coup retrouvé là aussi un peu
quelque part une image originelle voilà, des familles installées là. Puis ensuite, ils n'ont pas pu rester plus d'un hiver, ils ont été installés sur un terrain à la limite de la ville d'Épinay. Mais en fait, comme il y avait la moitié du terrain qui était sur la ville d'Épinay, ils n'ont pas pu rester parce que le maire d'Épinay ne voulait pas qu'ils restent. Donc ils ont détruit, reconstruit, détruit, reconstruit. Finalement, aujourd'hui, ils sont sur un terrain qui appartient à la préfecture, mais c'est légal, dans des algécos d'occasion, en attendant la construction d'un quartier, d'une installation pérenne, en lien avec un architecte, Julien Belair, et avec l'idée de les faire participer à la construction de leur maison, de les installer comme un quartier de Saint-Denis. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple avec les gens du quartier d'à côté, etc. C'est pas simple avec la préfecture, mais bon, je pense que c'est en train de se faire et que ça va se stabiliser. Et d'ailleurs, ils ont voté aux dernières élections. Ils sont très contents. Je les connais tous, hein, de montrer... le jeune derrière avec son foulard, il a longtemps joué dans l'équipe de football de Saint-Denis. C'est Gary. Très content de montrer leur carte d'identité. Voilà, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin, mais c'est une histoire qui constitue l'histoire de Saint-Denis, qu'on ne pourra pas arrêter, parce que c'est ça qui en fait l'âme de cette ville. Voilà, de permettre à des gens qui ne peuvent pas être ailleurs de venir ici, de participer de la construction collective de la ville et de retrouver leur dignité. Alors, on a eu beaucoup de mal à avoir le son. Je pense qu'on va faire comme ça. Je voudrais vous faire écouter. Voilà. Voilà, Monsieur Samassi, Sékou, pouvez-vous nous dire pourquoi cette grève de la faim? Et pourquoi cette grève de la faim? Nous voulons exister, on voulait exister une fois pour toutes. Parce que pour nous, un sans-papier n'existe pas du tout. Et il faut que ça change. Parce que si pour exister, il faut vraiment être en situation régulière pour exister dans ce pays. Je crois que c'est inexplicable, ça. C'est pas possible. Donc, comme nous voulons exister dans ce pays, et nous savons que pour exister, il faut être en situation régulière. Et qu'après toutes sortes de démarches administratives, dont à chaque fois on se va refuser la carte de séjour. Et nous avons réfléchi. Chacun d'entre nous s'est engagé et rentré en cet ultime combat qui est la grève de faim. Et c'est un droit d'y avoir cette carte de séjour, ce titre de séjour et pour vivre. Il ne serait-ce que survivre, parce que c'est important, c'est la porte de sortie pour nous et nos familles. Voici les raisons qui nous mènent à entrer à une grève de faim, sachant bien les conséquences, mais c'est une décision vraiment réfléchie. Et puis je pense que c'est noble, c'est pacifique la grève, parce que quand on est un homme faible, et pour combattre une puissance comme l'État, je pense que c'est par là, c'est par ça qu'il faut vraiment y passer, quoi, parce que
Je pense qu'ils sont conscients aussi, les autorités, que aux yeux du monde entier, je crois que ça ne les fait pas d'honneur, quoi. Ça les grandit pas. Et surtout pour un pays comme la France, un pays d'égalité et de droits de l'homme. Même sur le plan universel de droits de l'homme, je pense qu'il devait quand même réfléchir, en finir avec cette histoire. Les gens ne peuvent pas se mettre en grève de faim, rien que pour obtenir la carte de séjour. Je pense que ça, en ce moment-là, ça doit plus exister. Et pour ceux d'entre nous qui ont des enfants, qui sont nés sur le territoire, qui sont des Français, qu'on veut ou pas, qui sont appelés un jour à occuper des responsabilités dans ce pays, je pense que les autorités, les dirigeants de ce pays-là devaient réfléchir à un moment donné que ça ne devait vraiment pas exister. Ce genre comment on appelle ça, de mépris pour moi, hein. Ça doit plus exister. Et donc, tantôt je disais tout à l'heure, cette grève, pour moi, ça a été réfléchi. J'ai discuté avec ma famille, ma femme et mes deux petits-enfants. Et donc, aujourd'hui, ce que je me dis, donc je viens de le dire avec, quand j'ai reçu M. Lévesque, qu'on met dans l'archive. C'est-à-dire que c'est que j'ai commencé parce que je ne suis pas prêt à arrêter. Je ne suis pas prêt à arrêter. Même si je dois sacrifier ma vie, ça va se faire. Mais qu'ils mettent dans l'archive, hein, dans leurs archives, le jour où un de mes enfants occuperait une responsabilité importante dans ce pays-là, qu'il ne les cache pas la vérité au moins. Que, dans le passé, il y a votre père qui a sacrifié sa vie, rien que pour une carte de séjour. C'est tout ce que je leur demande. Voilà. Il a été extrêmement difficile de lui faire arrêter sa garde de la faim, je peux vous dire. Il a obtenu sa carte de séjour. Voilà, comme propos conclusif, et pour détendre un petit peu, quand même, je reviens sur ce que je vous ai dit au début. Je pense que la ville de Saint-Denis, elle n'a plus les entreprises qu'elle avait au départ. Cazeneuve est parti, Gibbs est parti, d'autres sont arrivés. Mais ce qui a permis cette continuité, ce qui fait la richesse de la ville aujourd'hui, c'est cette histoire humaine. C'est cette histoire humaine qui fait que, alors pour la vie quotidienne, le marché de Saint-Denis, c'est un marché du monde où on trouve absolument tout ce qu'on veut, qui vient de partout, bien sûr. C'est aussi une ville qui, sans que ça soit programmé de nulle part, a inventé ou a participé en tout cas à des grands courants culturels contemporains. C'est quand même au café culturel derrière le square Pierre de Montreuil que Grand Corps Malade a commencé à faire du slam, par exemple. Ça fait partie de cette richesse. C'est aussi par cette richesse culturelle que la ville de Saint-Denis peut aujourd'hui se reconvertir dans une dynamique liée à l'image, au numérique, aux arts du spectacle. Et c'est là que s'est installée la cité du cinéma, hein, de Besson. C'est ce qui nous fait dire, effectivement, les uns et les autres, bien sûr pleine commune, mais aussi des chercheurs de la MSH, que le territoire de cette ville reste, par cet enracinement culturel multiple, un territoire de la création et plein d'inventivité. C'est peut-être aussi pour ça, mais c'est aussi parce que le foncier n'est pas très cher, que ce territoire, et notamment la plaine, va devenir, dans les années qui viennent, un des grands centres de sciences sociales au cœur d'une zone industrielle maintenant reconvertie dans le numérique et l'image, avec le campus Condorcet qui est en voie de construction. Et c'est pour ça, et ça sera mon dernier mot, que nous sommes très contents que la MSH se soit installée ici, voilà, et qu'elle ouvre ses portes très bientôt. Voilà. Pour ce qui est de mon propos liminaire, comme on dit.